Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le sujet de la semaine, mais juste avant qu'on démarre, on vous fait un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode de lundi. On a toujours nos accompagnements pour ceux qui s'y intéressent, on a de la place. Et pour le Black Friday, on fait une offre. Donc si jamais vous souhaitez investir, vous savez pas trop par où commencer, etc., c'est notre job de vous montrer comment, de vous faire profiter de notre expérience et de vous montrer comment acheter votre premier bien rentable à plus de 10%. Et pour le Black Friday, on fait une offre spéciale qui consiste à ajouter un accompagnement sur la bourse. C'est ça, exactement, parce que vous le savez, du coup, on fait des accompagnements IMO. Aujourd'hui, on aide des primo-investisseurs à se lancer comme nous dans l'immobilier rentable et à faire une bonne première opération. Et justement, là, si vous réservez un call avec moi avant la fin du mois de novembre, à ce moment-là, en plus de vous accompagner sur votre opération immobilière, je vous accompagnerai également sur la partie bourse et crypto pour vous permettre de poser les bases, en tout cas d'une bonne gestion financière de votre patrimoine, en plus de la partie immobilière, parce que vous le savez, nous on n'a pas fait que de l'immobilier et ça a été très important pour nous d'avancer sur nos deux jambes, à la fois l'immobilier d'un côté et la bourse et les cryptos de l'autre. Donc voilà, c'est notre façon un peu de faire une offre pour le Black Friday et écoutez, on se retrouve de l'autre côté, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio. Le thème de l'épisode, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode un peu sur la situation économique. Alors, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais juste un peu quand même de tenir de l'actualité parce que même si aujourd'hui sur ce podcast on vous donne des conseils sur l'investissement, etc., c'est important aussi d'avoir un peu la dimension économique et de voir un peu vers où le vent tourne en théorie. Et là, on aimerait vous parler de la fuite des millionnaires. C'est intéressant et en fait c'est intéressant parce que économiquement ça traduit énormément de choses. Je crois que c'est combien en 2024 ? Ils étaient 140 000, je crois, ou 150 000 à partir. Non, ils étaient 150 000 à bouger dans le monde. Ah voilà. C'est déjà C'est pas pareil, ouais. C'est pas tous partis de France quand même, 150 000, ça fait un petit peu trop. Mais je crois que les chiffres qu'on a eus, c'était avec au moins 3 000 qui avaient quitté la France, en tout cas sur les 3 dernières années. Sachant que je trouve que c'est très étonnant parce qu'il y a énormément de millionnaires en France. Alors, pour c'est un pays très riche en termes de culture, de gastronomie, Paris c'est beau quoi quand même, tu vois, il y a pas mal de jolies choses et il y a Londres aussi qui détient aussi beaucoup de millionnaires et je crois qu'effectivement c'est les deux plus grosses villes qui perdent le plus de millionnaires chaque année. Tout à fait. En fait, la France c'est 5e au monde en termes du nombre de millionnaires. Les pays où il y en a le plus, c'est d'abord les États-Unis, puis la Chine. Après, c'est le Japon. Et après, c'est le Royaume-Uni et la France. Par exemple, l'Allemagne n'est que 6e, alors que pourtant on vous dit toujours oui, l'économie allemande, etc. Et c'est vrai que c'est pour le coup une économie où il y a moins de millionnaires en termes nominal, je parle pas par rapport au nombre d'habitants, qu'il y en a en France et au Royaume-Uni. C'est fou ça, parce que du coup, c'est même pas les pays où il y a, nous, on est un des pays où il y a le plus de pression fiscale et c'était pas ça qui les faisait partir pour l'instant. Enfin, jusqu'à présent, ils restaient quand même avec une grosse pression fiscale. Oui, après, t'as plusieurs phénomènes là-dessus. T'as déjà le fait que, entre guillemets, la France et le Royaume-Uni sont des pays où, en tout cas, les capitales et métropoles, l'immobilier est très cher. C'est d'abord une des sources d'enrichissement principales des millionnaires. Ensuite, ce qui fait beaucoup de millionnaires aussi, c'est les grandes sociétés. Tu vois pas, par exemple, on avait regardé un truc sur la Belgique, qui pourtant avait été un grand pays industriel, etc. Vous connaissez quasiment pas de milliardaires belges. Alors que des milliardaires français, on en connaît des dizaines. Tu vois, pareil pour des milliardaires anglais ou des milliardaires américains. C'est parce qu'en fait, beaucoup de grandes sociétés au monde sont françaises, ou en tout cas ont été créées par des Français, même si aujourd'hui elles ont pu être délocalisées. On peut penser à ArcelorMittal, tu vois, qui est un fleuron français qui maintenant appartient à un groupe indien, je crois, une histoire comme ça. Bref, tous ces gens-là, quand ils ont vendu, ils ont récupéré la thune. Et c'est vrai que on a aussi une problématique majeure. Après, toutes les grandes économies développées l'ont, mais la France là particulièrement, c'est que la pression fiscale n'est pas totalement proportionnelle à ce que vous gagnez. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il y a tout un pan de la société qui ne paye plus d'impôts. Je sais pas exactement les chiffres, mais grosso modo, vous avez un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts sur le revenu, en tout cas. Après, bon, vous avez toutes les taxes, la TVA, etc. Bon, vous avez le pays le plus fiscalisé du monde, donc à la fin, vous payez toujours des impôts quoi qu'il arrive. Mais voilà, en tout cas, sur ce qui est de l'imposition des revenus, vous avez grosso modo la moitié du pays qui paye rien. Et vous allez avoir toute la pression fiscale qui va se faire à peu près jusqu'aux gens qui vont gagner environ
20 000 par mois, tu vois, ou en tout cas ceux dont les revenus vont dépendre de choses qui ne sont pas délocalisables, tu vois, par exemple un notaire, un avocat, un médecin, c'est pas délocalisable. Bon, il peut toujours se réinstaller ailleurs, mais c'est pas par exemple quelqu'un qui a une boîte de web marketing qui peut décider de la mettre en Asie ou aux États-Unis, tu vois. Et en plus, de l'autre côté, vous avez tous les ultra riches qui, pour le coup, on va les définir comme ceux qui ont plus de 50 ou 100 millions d'euros de patrimoine, qui eux, finalement, ont un mécanisme qui est ultra puissant pour contourner la fiscalité, c'est que plutôt que se verser des revenus et du coup de payer des impôts, tout simplement ils vont mettre du capital en garantie auprès de la banque, donc sous forme de nantissement ou peu importe, et derrière ils vont avoir ce qu'on appelle du prêt lombard. Donc du prêt sans affectation, qui vous permet tout simplement de dire ok, en fait là j'ai j'ai un portefeuille de titres valorisé 10 millions. Si je le vends, je paye 30% de flat tax. Allez, disons que on simplifie les chiffres, hein. Mais allez, disons que je paye 30% de flat tax dessus, donc je suis censé payer 3 millions d'euros d'impôts. En fait, ce que je peux faire, c'est je peux mettre ces 10 millions de titres en collatéral à la banque, et la banque peut me prêter par exemple 5 millions. Sauf qu'en fait, je me suis pas enrichi. J'ai juste contracté une dette. Mais là, du coup, au lieu de récupérer 7 millions et d'avoir payé 3 millions d'impôts, j'ai récupéré 5 millions et j'ai laissé 10 millions en banque qui en plus continuent à tourner parce que pendant ce temps-là, mes titres, ils peuvent continuer à s'apprécier. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont très puissants. Je vais pas vous dire que forcément, il faut les interdire ou quoi. C'est toujours pareil, hein. Plus vous allez dans l'interdiction, plus vous aggravez le problème qu'on va évoquer dans cet épisode. Mais c'est évident que pour le coup, la France est... Alors, on va pas exagérer, on va pas dire un paradis fiscal des ultra riches, mais en tout cas, quand vous êtes ultra riche en France, vous n'avez pas la même sensation de pression fiscale que, par exemple, quand vous êtes avocat, médecin, cadre sup. Et en gros, tous les gens qui gagnent aujourd'hui plus de 5 000 euros par mois, parfois moins quand vous n'avez pas d'enfants et que vous avez l'impression de vous faire soulever tous les matins par le fisc, quoi. Ça, c'était une question que je vais te poser, c'est qu'il y a une idée ultra populaire en France que les ultra riches ne payent rien et tu les vois souvent dans les manifs à dire qu'il faut les taxer, etc. Donc c'est plutôt vrai d'une manière générale. Il y a plein de systèmes qui permettent aux ultra riches de pas payer, quasiment pas d'impôts par rapport à ce qu'ils génèrent, quoi. Oui, après le problème c'est que on va peut-être des fois aborder des trucs compliqué dans cet épisode, mais c'est aussi le but, hein, des fois, de vous faire des épisodes un peu différents. Moi, j'aime bien parler économie, je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi de la culture là-dedans, et puis même moi, ça me permet, en préparant l'épisode, d'essayer d'apprendre des choses, vous retrouver des chiffres, etc. Et globalement, c'est pour reprendre l'exemple de ceux qui sont en manif, veulent taxer les riches, en fait, ils veulent s'attaquer au patrimoine des riches. Et quand vous attaquez au patrimoine d'un riche, il s'en va. Et en soi, moi, d'un point de vue strictement économique, ça me gêne pas qu'il y ait des riches, entre guillemets, qui payent peu d'impôts. C'est pas ça le nerf du problème en France. Si c'était que ça, entre guillemets, j'ai même envie de vous dire, on serait peut-être, on pourrait même payer beaucoup moins d'impôts que ce qu'on a aujourd'hui sans forcément les taxer plus. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui s'enrichissent avec de l'argent public. Ouais. Et ça, c'est un autre sujet. C'est que par exemple, vous avez des gros systèmes en France de crédit d'impôt aux entreprises. Ça, c'est des choses qui en fait ne devraient pas exister. Vous avez le crédit impôt recherche. Toi, t'avais une cliente à l'époque. J'ai une cliente qui était spécialisée là-dedans. En gros, les entreprises venaient la voir et elle les conseillait pour monter un dossier crédit impôt. Et on se rend pas compte du fric du coup que ça génère parce que quand vous le demandez, il est accordé. Et en fait, après, le contrôle fiscal, il doit tomber, je pense, 3 ans, 4 ans après. Et elle s'occupait de monter tout le dossier et de gérer le contrôle fiscal qui allait avec. Donc, comme quoi... Et le problème, c'est que ça, en soi, alors bon, c'est pas non plus du détournement de fonds publics, mais ça peut s'y apparenter parce qu'en fait, vous avez souvent des entreprises, bon, ça marche moins avec le particulier, souvent des entreprises qui vont bénéficier d'aides qu'ils ne devraient pas forcément avoir de l'État pour récupérer de l'argent qu'ils ne vont pas forcément réinvestir en France, qui va parfois tout simplement partir à l'étranger. Le problème, c'est que c'est aussi un contre-coup au bout d'un moment de la mondialisation, du fait de ne pas avoir de frontières, de ne pas avoir de tarifs douaniers. En soi, c'est pour ça que si on prend un peu de recul là-dessus, Trump, c'était pas complètement débile. Après, bon, c'est Trump, c'est fait, vous l'aimiez ou vous l'aimiez pas. Le gars, il a mis un problème sur la table qu'ont toutes les économies développées aujourd'hui sur la circulation des biens et des capitaux. Donc, le problème qu'on a en France, c'est pas tant que t'es des riches qui aient du patrimoine, tu dis, ah mon Dieu, ils ont du patrimoine, on va les taxer, on va les récupérer. Non, c'est plutôt comment ils l'ont gagné. Est-ce qu'ils l'ont gagné de manière juste, en mode ils ont apporté de la valeur ajoutée à la société et en soi, très bien, le mec il a le droit d'être millionnaire s'il a inventé Google, tu vois. Maintenant, tu comptes là-dedans les héritiers ou pas aussi du coup? Ouais, je compte les héritiers. Après, parce que eux, au final, ils font juste travailler leur patrimoine. Généralement, ils recréent pas quelque chose. Mais les héritiers, c'est un autre problème aussi. C'est-à-dire que je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast. Si j'en ai déjà parlé. Oui, mais il y a très longtemps. Très longtemps. Allez, on va encore se fâcher, mais c'est une position. Pour une fois, c'est une position, on va dire idéologique que j'ai, mais je sais qu'elle n'est
pas réalisable en Faisable, ouais. pratique, c'est que pour moi, je pense qu'en soi, il ne devrait pas y avoir d'héritage. Mmh. Je pense que si on voulait vraiment être si on voulait pousser un petit peu l'équité de la société, par exemple, je trouve totalement injuste que nous, notre génération, se retrouve à des niveaux d'impôts que n'ont pas eu les générations d'avant. Mais par contre, je serais OK et pourtant mes deux parents ont chacun une maison, chacun du patrimoine, etc. Je serais OK de faire une croix sur mon héritage si on me baissait ma pression fiscale tout de suite. Mmh. C'est-à-dire que je trouverais plus juste qu'on taxe à quasiment à 100% les héritages, parce qu'en plus, on va pas se mentir, mais la plupart des gens, tu vois, mes parents ont 60 piges, tu vois, allez, je leur souhaite de vivre jusqu'à 90, je vais hériter à 50 ou à 55. Je m'en fous d'hériter à 50 ou à 55. En fait, c'est quand t'as 20 piges que t'as besoin d'oseille. Du coup, en soi, je trouve qu'aujourd'hui, on devrait quasiment taxer les héritages à 100%. Et Oui, qu'on mais devrait faire en sorte que les jeunes ne payent plus d'impôts. Le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas faire ça, taxer l'héritage. Si tu taxes l'héritage des riches, ils s'en vont. bah, oui. En fait, ou alors il faudrait que tu aies des trucs à l'échelle internationale, mais c'est pour ça que je sais que ce n'est pas praticable en l'état. Mais pour le coup, ça sera un vrai système de justice, parce qu'au moins, tu pourrais dire que chacun partirait dans la vie avec les mêmes cartes, et en soi, nous, on part dans la vie avec deux boulets à chaque pied, tu vois. Alors que, en plus, nous, étant donné que, bon, allez, heureusement qu'il y a des systèmes de santé, etc., et que maintenant les gens vivent vieux, mais la plupart du temps, nos parents, on a, on va dire, entre 25 et 35 ans d'écart avec nos parents, on sera très vieux quand on va tous hériter. Et moi, je le voyais quand j'étais en banque, c'est-à-dire que les gens, ils percevaient leurs héritages à 60 ans passés, bah, ils les mettaient en assurance vie. Ils savent pas C'est quoi en faire, en fait. Mais oui, en fait, le problème, c'est que l'héritage, c'est génial sur le papier, c'est-à-dire que ta famille te transmet de l'argent que du coup, tu peux potentiellement réinvestir. Mais ça se passe jamais dans les faits, parce qu'en fait, quand tu reçois l'argent de tes parents, t'es déjà beaucoup trop vieux pour prendre du risque. Tu prends du risque à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, tu prends plus de risque passé 60 ans. Oui, parce que t'es trop Ou âgé, en rarement, fait. rarement. J'ai connu des gens qui, voilà, j'ai connu 2-3 clients qui, des fois, j'en avais un, je sais pas pourquoi il s'était lancé dans l'idée de racheter un Super U. Et le mec avait genre 56 ans. J'étais là, mais pourquoi le mec décide de se remettre 3 millions de dettes, alors qu'en plus, le mec, il avait un patrimoine immobilier, mais un truc de fou. Et le mec était chaud pour se mettre caution d'un prêt de 3 millions sur sa tête pour acheter un Super U. Il avait 56 ans. J'étais là, mais Qu'est-ce que tu fais, mon ref? je pense la crise de la cinquantaine au bazooka, le gars il avait besoin de se prouver un truc, je sais pas. Bref, voilà, c'est quand t'as 20 piges que t'es là en mode vas-y c'est bon, je refais le monde, si je dois recommencer à zéro, y a pas de souci, etc. Mais du coup c'est à ce moment-là que t'as besoin d'oseille, et c'est à ce moment-là où t'as besoin que l'État vienne pas te prendre 2 euros sur 3 que tu gagnes, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc voilà, bref, ça c'est une position que j'ai, où je pense qu'on pourra en débattre pendant longtemps, mais pour revenir au sujet du patrimoine, si tu taxes l'héritage, ils s'en vont. Ouais. Ils changent de pays, et c'est pour ça parce que je suis né en Belgique, et souvent on m'en a encore parlé l'autre soir, on a mangé avec des amis, certains qu'on ne connaissait pas, qui ont su que je venais de Belgique, ils m'ont dit ah mais d'ailleurs la Belgique c'était pas un paradis fiscal, parce qu'à l'époque les gens ils partaient en Belgique pour payer moins d'impôts. Alors non, la Belgique n'est pas un paradis fiscal, on paye autant, si ce n'est parfois un petit peu plus d'impôts qu'en France sur le travail, mais l'héritage est très peu taxé en Belgique, il est vrai. Ça, c'est vrai. Donc en fait, c'est pour ça que vous aviez certaines stars de l'époque qui étaient parties, qui avaient pris la nationalité belge, parce que effectivement, si vous décédiez, en étant résident fiscal belge ou de nationalité belge, vous aviez très peu d'imposition. Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur l'évasion et le patrimoine, depuis Macron, là, c'est le deuxième du coup quinquennat qu'il a, donc ça fait 10 ans que le boug est au pouvoir. Ça précipite un petit peu la sortie, non, des millionnaires, du Oui, coup. alors je pense que si on doit remonter le vrai départ de la fuite des millionnaires de France, je pense que c'est l'élection de François Hollande en 2012. Ok. Parce que voilà, c'était un très mauvais signal, sachant que il y avait eu la crise des subprimes, qu'il y avait déjà pas mal d'impositions qui avaient été mis en place en 2008, 2009, 2010, 2011. Après, on était plutôt jeunes, moi je m'en rappelle pas trop, mais... Si, parce que moi à l'époque, je sais que je regardais déjà pas mal de choses en termes de politique ou d'économie, du coup je m'en souviens un peu, mais justement, en soi, quand tu veux refaire un peu la chronologie là-dessus, quand Macron arrive en 2018, c'est là où t'as des reportages, je sais pas si tu t'en souviens, des gens qui étaient partis en Suisse, qui revenaient de France, qui disaient voilà, moi je reviens d'installer, parce que c'est vrai que pour le coup, quand il a mis la flat tax en 2018, c'était une vraie révolution fiscale. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais en fait la flat tax, bon, 30%, maintenant on peut en débattre que c'est beaucoup, moi je trouve que c'est beaucoup, mais par rapport à d'autres systèmes fiscaux qu'on a pu avoir par le passé sur la fiscalité
fiscalité des dividendes et des plus-values immobilières, c'était quand même une révolution parce que ça baissait la pression fiscale de pas mal de riches qui faisaient des énormes plus-values et ça simplifiait des systèmes qui étaient quand même un peu complexes. Enfin, moi, je me souviens que du coup, je suis rentré à la fac en 2015 et du coup, j'ai étudié la fiscalité en 2017 juste avant qu'il soit élu. Et c'est vrai que les anciens systèmes de calcul des plus-values, c'était vraiment à se donner des nœuds au cerveau, alors que quand il y a eu la flat tax à 30%, c'était giga simple. Et d'ailleurs, la fiscalité des crypto-monnaies avant que la flat tax s'applique, mais c'était encore pire. C'était encore pire. Donc voilà, pour le coup, il y avait quand même des signaux qui étaient un peu positifs, qui a fait que, en tout cas, la fuite s'est un peu tarie. J'irai pas jusqu'à dire que ça s'est inversé, mais voilà. T'as des gens qui se sont dit, bon, on va attendre. Si ça se trouve, ça va s'améliorer. La réalité, c'est que depuis le Covid et là, depuis les 2, 3, 4 dernières années, c'est catastrophique. Du coup, les signaux sont extrêmement mauvais. Quand vous voyez là encore, on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière du projet de loi de finances pour l'année 2026. En fait, vous avez juste envie de partir, tu vois. Et des fois, des gens qui sont pas millionnaires ont envie de partir. Donc, vous imaginez bien que pour ceux qui ont du capital, ou des fois, vous avez des économistes qui sont, qui conseillent les parlementaires, sont en train de vous dire à la télé qu'au pire, si les riches partent, c'est pas grave. Et on va voir si on peut pas leur piquer un peu d'oseille avant qu'ils s'en aillent. Bah, forcément, c'est extrêmement mauvais. Et ce qui est vrai pour le coup, c'est que c'est pas un phénomène qui est uniquement français. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait le signal encore plus raide, c'est qu'en fait il y a pas que chez nous, c'est comme ça. Je crois que les UK là, ils en prennent un exactement peu cher, ouais. parce qu'au Royaume-Uni, qui est un autre pays millionnaire où qui grosso modo en termes de systèmes fiscaux, ça fonctionnait assez comme en France. Alors bon, les mécanismes sont pas les mêmes, mais à la fin des fins, les ultra riches au Royaume-Uni ils payent pas beaucoup d'impôts non plus. Là, c'est en train de s'arrêter parce qu'ils leur retirent certains privilèges, sachant qu'en plus, ouais, vous savez, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pardon, vous avez la Chambre des communes, la Chambre des lords, donc en plus, vous êtes encore dans une monarchie où il y a certains privilèges, etc. Là, depuis que ils sont sortis de l'UE et qu'en plus c'est vrai qu'il y a eu le Brexit. Et ils se sont ramassés une majorité socialiste aux dernières élections où en plus, plus vous avez vu ce scandale avec la ministre du Travail, non, la ministre des Finances, pardon, qui a fait de la lutte contre la fraude fiscale son cheval de bataille, qui a été coffré parce qu'en fait, elle avait mal déclaré ses revenus. Tu l'avais pas vu celui-là? J'avais pas vu. Ah non, mais c'est excellent. Les plus mal chaussés, quoi. Comme quoi, c'est partout pareil, hein. C'est pour ça que des fois, on peut avoir l'impression d'être genre anti-France ou de taper sur la France, mais la plupart des pays occidentaux fonctionnent exactement pareil. Et on est honnête là-dessus. C'est pour ça que quand on réfléchit à des pays pour partir, c'est évident que le Royaume-Uni n'en fait pas partie, par exemple, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est un phénomène qui touche pas mal de pays européens, parce que c'est quand même avant tout en Europe qu'on a ce problème-là. Et où vont les millionnaires? Ça, c'est quand même le plus intéressant, c'est qu'ils vont aux États-Unis, ou ils vont aller dans quelques pays où entre guillemets ils seront un peu à l'abri, donc ils vont aller en Suisse, ils vont aller au Luxembourg, ils vont aller à Dubaï. Parce que c'est pas en fait le zéro impôt visiblement qui les attire, c'est plutôt un espèce d'équilibre. Par exemple, les États-Unis, alors oui, il y a moins d'impôts, mais il y en a quand même. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'impôts. Mais visiblement, ils cherchent, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils cherchent plus de soins, plus de sécurité, plus de trucs comme ça en fait. Et du coup, bah il y a même le Panama, apparemment c'est attractif, tu vois. Il y en a qui vont à Singapour. Aussi, pareil, je suis pas sûre qu'à Singapour, il y ait pas d'impôts, tu vois. La Suisse aussi, la Suisse, il y a des impôts, enfin... Après, t'as beaucoup de pays qui, contrairement à la France, c'est simple, on essaye de taxer tout ce qui bouge. Le moindre euro qui va à gauche ou à droite, il aura forcément sa fiscalité qui va s'appliquer. T'as beaucoup de pays, et c'est ces pays-là particulièrement qui attirent les millionnaires, où, entre guillemets, ces pays sont malins, ils ont compris qu'un millionnaire, ça consomme, ça investit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils exonèrent les revenus de sources étrangères. Et je crois que l'Italie s'est un peu alignée là-dessus, non, là, récemment. Non, c'est un peu plus compliqué. Je t'avoue que je rentrerai pas dans le détail de l'Italie, mais non, ils peuvent pas faire ça parce que de toute façon, d'un point de vue des règles de la concurrence dans l'UE, tu peux pas. En fait, et puis ça veut dire aussi que l'Italie aurait renégocié toutes ses conventions fiscales bilatérales. C'est pour ça que quand par exemple ils parlent de taxer les Français à l'étranger, c'est pas possible parce qu'en fait il y a toutes les conventions de non double imposition qui s'appliquent. Et mais t'as beaucoup de pays où effectivement tes revenus que tu vas avoir dans le pays où tu arrives, tu vas payer, et tes revenus sources étrangères seront
totalement, partiellement exonérés. Et ben c'est Trump qui a fait ça là récemment. T'avais tu sais, le visa là, c'est EB, je sais pas quoi, où là tu mettais 800 000 et en gros t'avais ta green card, etc. Et là il a fait les golden cards. En gros, tu remets 1 million alors t'as plusieurs Oui, statuts. tu payes 1 million pour la nationalité américaine Voilà. et en plus on exonère tes revenus Tes de source revenus étrangère. étrangers. Et du coup, ils sont là en mode on regarde pas ce que vous touchez à l'étranger. Donc en fait, Faites comme vous voulez. c'est 1 million au final. Alors ça paraît énorme, mais je pense que bah du coup pour un millionnaire, Oui, pour un gars qui a un c'est patrimoine de super 100 rapide millions, quoi. bon, écoutez, Ouais. je sais pas, regardez un peu ce que vous mettez dans différentes choses dans votre quotidien. Si vous avez 100 millions, mettre 1 million dans un visa américain, c'est pas si cher au final. C'est ça. Donc intéressant. Et ça pue un peu quand même du coup pour l'économie française. En gros, ça va pas l'arranger. C'est ça qu'on voulait un peu dire aussi dans cet épisode. Oui, ben, loin de Parce là, que c'est parce quoi qu'en les fait, conséquences de gens quand les ultra riches se barrent, qu'est-ce qui se passe économiquement alors vous avez deux conséquences majeures. C'est là, un premier, ils consomment plus ici. Ouais. Et on va pas se mentir, même si certains peuvent estimer que c'est inégal que des gens puissent autant dépenser, bah en soi, l'ultra riche qui se barre, bah en fait, sa voiture de sport, il l'achètera plus en France, donc il va plus payer les 50% de taxes sur la voiture en France. Oui, ouais. Il va plus consommer les hôtels, il va plus consommer les montres où il paye 20% de TVA dessus. Il va plus payer tout un tas de taxes et diverses juste en vivant et en respirant l'air du Royaume de France, tu vois. Donc c'est pour ça que quand ils s'en vont, ça fait une perte nette en termes de consommation. Et ça encore, on peut un peu s'asseoir dessus parce qu'on pourrait se dire, allez, oui, mais bon, si on reste une destination touristique, vous avez les riches étrangers qui reviennent, etc. Oui. Mais par contre, il se barre avec son pognon, il n'investit plus en France. Parce qu'il faut bien voir que en soi, peut-être qu'un étranger qui en soi ne voit pas toujours comment fonctionne la France, il peut continuer à investir. Mais un Français qui a gagné son labeur en France, qui après son 12e contrôle fiscal, il en a eu marre, il est parti, il remettra plus jamais 1 euro en France. C'est fini. Donc entre guillemets, son cash, il va l'investir ailleurs. Et dans une économie de capitaux où en fait le nerf de la guerre, c'est d'avoir du cash. On vous le dit, on vous parle d'immobilier tous les jours sur ce podcast ou sur notre compte Instagram. Le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est le cash. Et dans l'économie de manière générale, c'est le cash aussi. Et le problématique, c'est que s'il s'en va avec son pognon, c'est ce pognon-là qui sort de France. Enfin, en tout cas, qui sort du circuit économique français. Alors, peut-être pas en totalité, il lui reste peut-être de l'immobilier, il a peut-être encore une société, il a peut-être encore des placements dans les banques, peut-être. Mais à long terme, il reviendra pas. Et est-ce que tu penses que ça fait un peu... Est-ce que du coup, la conséquence, en gros, le coût d'opportunité que ces gens-là génèrent, est-ce que ça se répercute sur, du coup, les gens qui travaillent actuellement Bah, bien évidemment. C'est-à-dire que, pour le coup, autant... Est-ce qu'ils vont nous augmenter les impôts, tu vois, encore? Ben, en fait, ils n'ont pas le choix. Parce que la réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on est autant déficit sur les comptes publics depuis 2023 ? C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a il y a un peu plus de dépenses, mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup moins d'entrées et il y a beaucoup d'impôts qui notamment touchaient les riches ou les sociétés qui récoltent beaucoup moins. Par exemple, les revenus de la flat tax se sont effondrés. Parce que justement, les gens ont arrêté de se verser de la flat tax, ils partent à l'étranger, ils se disent c'est pas grave, je me verserai quand je serai parti. L'IS, donc l'impôt sur les sociétés, c'est pareil, quand vous partez avec la société, ben, vous cotisez plus en France. Il y avait même, j'avais vu un économiste qui avait fait toujours pareil, c'était calcul fictif mais qui avait calculé qu'il y avait à peu près 1 million de Français à l'étranger et que si on estimait simplement que c'est 1 million de Français qui travaillent du coup, parce que s'ils vivent à l'étranger, ils vivent bien de quelque chose, il y a qu'en France où entre guillemets tu peux vivre sans travailler, tu vois. Donc c'est 1 million de Français qui vivent à l'étranger, qui travaillent, si ne serait-ce qu'ils payaient 1 000 euros d'impôts en France, fais le calcul déjà de ce que ça rapporterait en plus dans les comptes publics. Sachant qu'en fait, par rapport à ce qu'ils gagnent, ils pourraient sans doute payer beaucoup plus. Donc c'est vrai que, entre guillemets, tu te retrouves avec les mêmes dépenses, parce qu'en plus, un riche, c'est un contributeur net. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui coûte, c'est plutôt quelqu'un qui rapporte. Donc en gros, tu fais partir des contributeurs nets, ben forcément, tu dois faire plus avec moins. Donc tu te retrouves à sans cesse devoir augmenter la pression fiscale sur ceux qui restent, et tu encourages ceux qui restent à également partir. En fait, ton sac, il est troué, ton sac, il est percé, et en fait, le trou s'agrandit. Et du coup, j'allais te poser la question, est-ce que ça veut dire que c'est... comment dire, c'est pas avant-gardiste, du coup, c'est pas le mot, mais tu sais, dire en gros, bah, si eux commencent à faire ça, en fait, t'as toutes les classes après qui vont un petit peu suivre, en tout cas, les classes sociales qui peuvent partir vont commencer à se barrer aussi, tu vois. Est-ce que c'est, tu sais, ça donne une prédiction au fait de partir ou pas, tu vois? Bon, la réalité, c'est que les classes intermédiaires peuvent pas partir. Ils n'ont pas les moyens, mais
Les riches partiront. Alors, ils Ouais. partiront pas tous, vous en aurez toujours qui resteront, mais vous en aurez moins. Et peut-être que la France, qui est aujourd'hui le 5e pays au monde avec le plus de millionnaires, ça sera plus le cas dans 10 ans. Et en fait, pour moi, ça sera un des signes de déclassement qui sera les plus importants, parce qu'en fait, un pays pauvre, c'est pas un pays où il y a que des pauvres, c'est avant tout un pays où il y a pas de riches. Mmh. Et parce que les riches, c'est le premier prérequis pour pouvoir justement faire fonctionner une économie de capitaux. Donc c'est pour ça que en vrai c'est assez affolant d'un point de vue économique, en tout cas sur le moyen et le long terme. Et la réalité c'est qu'en plus ils partent non pas uniquement pour partir, en fait ils partent juste dans des pays qui sont plus stables d'un point de vue Oui, politique. économique, politique, juridique. En fait tout ce qui alarme un peu en Tout le France monde en ce moment, ouais. et le monde sur l'état des finances et sur les évolutions fiscales et juridiques qu'il peut y avoir en permanence, c'est ça qui fait partir tout le monde. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Est-ce qu'il faut se barrer? Est-ce qu'il faut rester? Qu'est-ce qu'on peut prendre ça comme, tu sais, comme signe, quoi, en gros? Genre juste, est-ce qu'arrêter d'investir en France, c'est une bonne idée? Est-ce que essayer de partir, c'est une bonne idée? Moi, je pense que partir, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, tu vois? Parce que comme tu disais, en fait, il faut de l'argent pour partir, tout simplement. Et en attendant de peut-être partir, bah, il faut quand même faire un truc, tu vois? On va pas rester les bras croisés, Après, tu vois, c'est toujours pareil. J'irai pas jusque. C'est marrant ta question, parce que j'irai pas jusque là à dire aux gens de partir. Tu vois, c'est bête, il y en a plein qui peuvent pas partir, et en fait, il y en a plein qui n'ont sans doute pas envie de Oui, pas partir. envie Tu de vois. partir, tout simplement, ouais. Non, la réalité, c'est que là, par exemple, moi, en tout cas, j'essaie de faire passer dans cet épisode, c'était que voilà quel est l'état, voilà de ce qui se passe, et de ce que vous entendrez pas, enfin vous en entendrez parler peut-être nulle part de ce qu'on explique là dans cet épisode, parce que forcément c'est très négatif, mais négatif dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on vous dit pas juste ça pour vous blaser, on vous dit ça parce que voilà, il faut quand même que vous ayez conscience des choses qui se passent en termes économiques. Par contre, la réalité, c'est qu'en France, si tu gagnes, on va dire, moins de 4 000 € par mois, bon, oui, tu payes des impôts. Après, pour l'instant, ça reste encore un peu tenable. C'est plus que c'est frustrant au quotidien. Tu vois, c'est souvent ce que nous, on a déjà dit quand on a déjà abordé un peu plus le sujet de l'expatriation, etc. C'est plus que c'est embêtant au quotidien d'avoir l'impression de payer et d'avoir toujours moins. C'est pour ça que toujours pareil, quand il y en a qui disent oui, mais bon, les riches, ils s'en vont, il y a bien des routes en France. Ouais, mais en fait, les routes, c'est 0,5% du PIB, quoi. Enfin, 0,5% des dépenses de l'État. Mmh. Donc en fait, qu'est-ce que tu payes? Tu payes les boomers, tu payes la santé, tu payes les aides sociales, tu payes les fonctionnaires, Les fonctionnaires, surtout. Mmh. tu payes les intérêts de la dette, d'une dette Que t'as pas consommé, que t'as pas consommé ou dont t'as pas profité. Ça fait un peu un clin d'œil à un des derniers réels qu'on a publié sur Instagram. Donc ouais, c'est vrai que c'est pour ça que bon, je dirais pas à qui que ce soit de partir ou de rester. C'est juste voilà, de bien garder en tête qu'entre guillemets, si vous avez des grandes ambitions en termes de revenus, il y a un moment donné, la question va se poser. Maintenant, si vous restez entre guillemets sur des revenus relativement optimisés, encore une fois, ça veut pas forcément dire que vous à 4 000 par mois, vous n'avez pas forcément rester salarié. Vous pouvez être par exemple un mix entre une SAS, une auto-entreprise, arriver à vous pouvez vous préserver un peu de la pression fiscale actuelle. Ouais. Ça, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez toujours investir dans l'immobilier. Ça reste une des choses les plus intéressantes à faire en France. Non pas pour la fiscalité, non pas pour la réglementation protractrice des locataires, mais uniquement pour l'effet de levier qu'on a encore aujourd'hui. Par contre, tu vois, c'est un sujet. Est-ce qu'à horizon 20 ans, on aura encore de l'effet de levier aussi facile si les riches s'en vont? Je peux pas répondre à cette question, ouais, mais c'est une question qui se posera. leurs prêts là qui font ce que t'expliquais en début d'épisode, du coup ils se barrent avec et il y a de moins en moins de Ah mais totalement, c'est-à-dire que quoi. il faut bien voir que si vous pouvez emprunter pour acheter de l'immobilier, c'est aussi parce que vous avez tante Michu, veuve, qui a hérité des 50 millions de Jean-Jacques, chef d'entreprise, voilà, qui les a placés au Crédit Agricole, qui fait que le Crédit Agricole peut vous prêter de l'argent pour acheter de l'immobilier. Alors bon, c'est pas un circuit aussi simple que ça, mais sur le papier, ça le reste quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tous les riches s'en vont, ça fait moins de capital, et ça fait moins de capitaux, et ça fait moins de capitaux pour tout le monde, pour les entreprises, pour les particuliers, pour ceux qui veulent acheter de l'immobilier, pour ceux qui veulent acheter des biens de consommation. Donc voilà, c'est quand même un sujet. Ça l'est pas non plus pour l'instant. Je veux dire, en fait, si ça se trouve, ça peut encore durer longtemps comme ça, et en fait, dans 10 ans, bon, il n'aura pas changé grand-chose, mais ça peut être un sujet à long terme. C'est vrai. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes aussi. Ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur La Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Instagram. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Ciao.